Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Velter Teaching Chimie et Cristallographie. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui récapitule les notions de base du cours État de la matière. Nous avons vu dans cet enseignement les trois états principaux de la matière, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, quelques-unes de leurs propriétés. On s'est arrêté plus particulièrement sur l'état gazeux et on a étudié d'un peu plus près cette fameuse relation qui s'appelle l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale nRT. Et nous avons regardé ensemble des applications pratiques de cette relation et nous avons défini ce qu'était un gaz parfait. Et cette approche, qui semble théorique, s'applique relativement bien à la plupart des gaz usuels. Ensuite, nous avons parlé de quelques principes de la thermodynamique. Premier principe, la conservation de l'énergie dans les processus. Puis nous avons parlé de quelque chose de plus subtil et peut-être plus difficile à saisir dans un premier temps, la notion d'entropie ou de désordre, qui est directement liée à la température. Et vous savez qu'il existe un troisième principe de la thermodynamique qui nous dit qu'il existe une limite basse des températures qu'on appelle le zéro absolu, température à laquelle on considère que l'entropie est strictement nulle. Puis nous avons montré que l'on peut décrire les réactions chimiques en particulier, mais de manière plus générale les processus, à partir d'une variation d'enthalpie qu'on appelle ΔH, d'une variation d'entropie, et nous avons regardé ensemble une fonction qui combine ces deux grandeurs thermodynamiques, la fonction enthalpie libre, grand G, et donc la variation d'enthalpie libre ΔG est égale à ΔH moins T, la température, fois ΔS. Et nous avons ainsi défini ce qu'était un processus exothermique lorsque la variation d'enthalpie est négative, endothermique lorsque la variation d'enthalpie est positive et exergonique lorsque la variation d'enthalpie libre est négative et endergonique lorsque la variation d'enthalpie libre est positive. À partir de là, je vous ai montré en quelques étapes de calcul simplifiées que ces paramètres thermodynamiques, et en particulier donc l'enthalpie libre, permet de définir un quotient de réaction dans le cadre d'un processus réactionnel. Et à un moment, lorsque ce processus arrive à un équilibre, on dit que la variation d'enthalpie libre alors est nulle, eh bien, on peut écrire une constante de cet équilibre. Et la constante d'équilibre s'écrit à partir des concentrations des produits de réaction avec en puissance leur coefficient stoichiométrique divisé par les concentrations des réactifs avec en puissance leur coefficient stoichiométrique. Lorsque nous sommes à l'état gazeux, il faut utiliser les pressions partielles des produits sur les réactifs. Alors, vous verrez, dans quelques minutes, je vais vous proposer, à partir d'un enregistrement de mon écran, le corriger de quelques exercices types que je propose depuis de nombreuses années en première année à l'Université de Strasbourg. Et ça vous permettra d'une part de préparer vos évaluations et d'autre part de mieux comprendre comment on écrit une constante d'équilibre, comment on utilise les tableaux d'avancement pour mieux se rendre compte de ce qu'on a au départ, de ce qu'on a à l'équilibre. Et vous verrez que souvent, ceci nous permet de manière assez complète de déterminer l'état d'équilibre, la constante d'équilibre et donc de retrouver des concentrations ou des pressions partielles. Donc voilà le bilan de ce qu'il faut retenir à ce niveau. Donc on vous demande de connaître les quelques notions de base que je viens de rappeler rapidement à l'instant. Et si ce n'est pas encore suffisamment intégré, il y a le cours, il y a les supports vidéo sur ma chaîne YouTube. Et avec tout ça, vous pourrez approfondir et comprendre de quoi nous avons parlé dans ce cours d'état de la matière. Donc maintenant, on va passer devant mon écran
pour une correction pas à pas de 4 exercices types qui vous permettront encore d'approfondir vos connaissances. Donc voici le premier exercice, nous sommes devant mon écran et je vais commenter en quelques minutes donc, les corrections que je vous propose. Alors c'est l'exercice 3 du TD1, je m'adresse là à mes étudiants de première année filière biologie. Les 2 premiers exercices sont des révisions, donc on passe directement à l'exercice 3. Et la question est, on veut connaître l'enthalpie ΔH0 des réactions suivantes. C'est une réaction de réduction du méthanol en CH4 et H2O. Alors pour cela, on vous propose de trouver un autre chemin réactionnel qui nous permet, en accord avec le premier principe de la thermodynamique, de calculer l'enthalpie de cette réaction. Et on vous donne des données thermodynamiques qui vont nous permettre de faire ce calcul. Alors les données qui sont proposées sont des données de combustion. Combustion, c'est une réaction avec l'oxygène. Et donc on vous dit que la combustion du méthanol, eh bien, ça conduit à une production d'énergie, c'est une réaction exothermique, moins 726,6 kJ par mol. La combustion de l'hydrogène, moins 285,9 kJ par mol. Et la combustion du méthane, moins 890,4 kJ par mol. Alors comment est-ce qu'on peut opérer? Alors la proposition, vous allez le voir, c'est d'écrire la double combustion qui est écrite ici. Je vais d'abord l'expliquer et puis je vais vous montrer ensuite ce qu'on peut écrire en dessous. La double combustion du méthanol avec 3,5 O2, ça vous donne CO2 plus 2H2O. On connaît la valeur de cette enthalpie négative, c'est une réaction exothermique, je vous rappelle, 726,6 kJ par mol. Et en même temps, on peut écrire la double combustion donc, du méthanol et de l'hydrogène. Donc l'hydrogène plus 1,5 de O2 donne H2O. Et donc ça, en vert, c'est moins 285,9 kJ par mol. Donc en tout, ça nous donne le méthanol plus H2 plus 2O2 donne CO2 plus 3H2O. Maintenant, ce qu'on peut faire, et c'est ça l'astuce, c'est qu'on peut faire apparaître la réaction qui nous intéresse, à savoir la réaction de l'oxygène sur le méthanol pour donner CH4 et 2O2. Pardon. Je reviens. Et H2O, pardon. Et donc, vous voyez que dans ce processus, si on rajoute ici 2 oxygènes, en fait la même quantité qu'il y a ici, donc 3,5 plus 1,5, donc 2 oxygènes, eh bien, en rajoutant 2 oxygènes à gauche de cet équilibre ou à droite, c'est toujours le même équilibre. Donc, la quantité d'énergie alpha correspond bien à ce que nous cherchons. Donc, réaction de l'hydrogène sur le méthanol qui donne CH4 plus H2O. Et il se trouve que si vous mettez ici, sur le résultat de l'équation qu'on cherche, plus 2O2, eh bien vous voyez que ça vous conduit par la combustion en fait du méthane à ce qui est à droite de l'équilibre, du premier équilibre qu'on a écrit, qui est celui-là. Donc si vous comptez le nombre de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, vous verrez que ça colle tout à fait. Et bien sûr, donc là on est CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Et ici il y a une molécule d'eau supplémentaire, ici une molécule d'eau supplémentaire. Donc c'est bien l'équilibre qui correspond à la combustion du méthane donc dans l'oxygène. Et ça, on connaît sa valeur, c'est moins 890,4 kJ par mol. Voilà, donc si maintenant on écrit le premier principe de la thermodynamique relatif à cet équilibre, eh bien vous voyez qu'on écrit que la réaction directe là, ici, eh bien c'est la somme de l'autre chemin. Donc ça là, c'est égal à alpha plus la production d'énergie qui est là. Donc
c'est une équation du premier degré à une inconnue, on trouve alpha moins 122,1 kJ par mol. Alors c'est vrai que ça demande une petite réflexion, de poser les différentes réactions, de bien regarder où sont les réactions de combustion, mais une fois que ceci est établi, alors vous voyez qu'on peut, grâce au premier principe de la thermodynamique, calculer cette énergie alpha. Donc voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, donc l'exercice 4 du TD1 pour mes étudiants. On vous demande de calculer la variation d'entropie et la variation d'enthalpie libre delta G pour trois processus. Alors on considère que ces processus ont lieu à 298 Kelvin et on vous donne des valeurs d'entropie pour les espèces formées et les réactifs et le cas échéant les valeurs d'enthalpie libre pour les composés formés. Alors la première réaction, c'est l'oxydation du carbone pour donner CO2. Donc on le fait. Les valeurs sont représentées ici. Donc la variation d'entropie d'abord, c'est l'entropie de CO2 moins l'entropie de O2 et moins l'entropie du carbone. C'est écrit ici, donc 213,6, c'est la valeur qu'on vous donne ici. Moins 5,7 l'entropie du carbone, moins 205 l'entropie de l'oxygène. Vous remarquerez en termes de valeur d'entropie que bien sûr l'entropie des gaz, CO2 et l'oxygène sont des entropies importantes. Par contre l'entropie du carbone à 298 Kelvin est une valeur faible, 5,7 joules par mol et par Kelvin. Voilà, donc on trouve 2,9 joules par mol et par Kelvin. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule le delta G? Donc je vous rappelle, delta G, c'est delta H moins T delta S. Et ici, le delta H, eh bien, ça va être le delta H du CO2 uniquement, puisque ici, ce sont des corps purs. Donc le delta H, on le connaît, il est donné ici, CO2, c'est 200... Non, pardon... Il est où mon CO2? Ici. Moins 293,5. Alors attention, kilojoules par mol. Donc c'est 293 500 joules par mol. Moins 298, qui est la température, fois 2,9, la valeur qu'on a trouvée juste au-dessus pour delta S. Et sauf erreur de ma part, on doit trouver 294 364,2 joules par mol. Voilà, les autres calculs sont équivalents. Et alors, il y a une petite subtilité, puisque là, il y a un 1,5, là, il y a un 2. Donc, on y va. Pour le delta S, c'est la variation d'entropie de l'oxyde de fer, 57,5, moins donc l'entropie du fer, 27,3, et moins, alors 205 c'est l'entropie de l'oxygène, le même que, mais ici vous divisez par 2, puisque là il y a un coefficient stoichiométrique d'1,5, donc attention, très important, et on trouve en principe moins 72,3 joules par mol par Kelvin. Pour le delta G, je prends l'enthalpie de formation de l'oxyde de fer, moins 266 100 joules par mol, je reporte la valeur ici, moins 298 fois la valeur de l'entropie que l'on a trouvée ici, et qui d'ailleurs ici est négative. Vous remarquerez que l'entropie est négative, puisque on a ici à gauche un gaz et à droite un solide, alors qu'avant c'était quelque chose qui était positif. Donc là on remarque des petites différences. Donc il y a des variations d'entropie qui peuvent être négatives, bien évidemment. Voilà, donc 298 fois 72,3, ça devient une quantité positive, donc on trouve une valeur plus faible que les 266 100, 244 554,6 joules par mol. Pour le dernier exemple, donc la réaction de l'hydrogène sur le chlore qui donne 2 HCl. Donc cette fois-ci, il ne faut pas oublier de multiplier par 2 la variation d'entropie d'HCl, parce qu'il y a 2 HCl dans l'équilibre, donc moins l'entropie de l'hydrogène, moins l'entropie du chlore, qui est plus faible bien sûr que l'hydrogène, et on trouve
une variation d'entropie positive, légèrement positive, 20 joules par mol et par Kelvin. On vous donne la variation, l'enthalpie de formation d'HCl, donc 92 300, et on multiplie par 2, hein, toujours pareil, ici, là, parce qu'il y a 2 HCl, moins 298 fois 20, c'est la valeur qu'on a trouvée juste avant, et on trouve donc cette fois-ci 98 260 joules par mol. Voilà le type de calcul que vous devez savoir faire et maîtriser en première année à l'université. Troisième exercice, et ça correspond à l'exercice 5 du TD 1. On vous dit, on chauffe à 250 degrés une quantité de PCl5 dans un récipient de 12 litres. Et l'équilibre qui s'établit est le suivant. PCl5 à l'état gazeux donne PCl3 à l'état gazeux plus Cl2 à l'état gazeux. Et on est capable de mesurer les quantités à l'équilibre et on vous dit qu'à l'équilibre, on a 0,21 mol de PCl5, 0,32 mol de PCl3 et 0,32 mol de Cl2. On vous propose de calculer la constante d'équilibre K de dissociation de PCl5 à cette température et ensuite de calculer l'enthalpie libre delta G0. Donc la constante, d'abord ça c'est quelque chose que vous devez savoir par cœur, comment elle s'exprime. Ici nous sommes à l'état gazeux, équilibre homogène en phase gaz. Donc la constante, c'est une constante écrite avec les pressions partielles, c'est la pression de PCl3 fois la pression de Cl2 divisée par la pression de PCl5. On va voir, là je donne déjà le résultat. Comment est-ce qu'on trouve ce résultat? Eh bien, on utilise l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale nRT, donc la pression partielle de chacun des gaz. On peut la trouver en écrivant que c'est simplement le nombre de moles divisé par le volume fois R fois T. Alors on va volontairement exprimer les pressions en atmosphère et ça veut dire qu'on utilise à ce moment-là comme valeur de R, constante des gaz parfaits, 0,082, hein, dont l'unité, je vous rappelle, est des litres, atmosphère mol-1, K-1. La température, il faut l'utiliser en Kelvin, c'est donc 573, 250 plus 273, il doit y avoir une erreur ici, c'est donc 523, pardon, et le volume c'est 12 litres. Donc là normalement j'ai rentré la bonne valeur, oui. Et alors, sauf erreur de ma part, mais je vous invite à refaire des calculs, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous trouvez en principe pour PCl5 une pression partielle de 0,75, 0,5, 0,5. Bon, j'ai volontairement pris 6 chiffres après la virgule, mais bon, 3 ou 4 ça suffit aussi. PCl3, on doit trouver ça. PCl2, bien sûr, c'est la même valeur, hein, puisqu'il y a le même nombre de moles de ces deux gaz qui est formé. Et comme on considère que ce sont des gaz parfaits, c'est la même pression partielle. On introduit ça dans l'expression de Kp et on trouve en principe 1,74 267. Et alors vous savez que normalement des constantes d'équilibre sont sans dimension, mais si on considère ici qu'on exprime chaque pression en atmosphère, eh bien l'unité finale de cette constante est en atmosphère. Alors, on voit que la constante est légèrement supérieure à 1. Et donc, comment est-ce qu'on détermine delta G0? À partir d'une expression qui est donnée dans le cours, qui est issue du raisonnement donc, thermodynamique sur la variation d'enthalpie libre, K égale exponentielle moins delta G0 sur RT. Pour trouver delta G0, eh bien, on prend le log de cette expression, et donc ça vous donne log de la constante d'équilibre que nous venons de calculer fois R fois T. R, cette fois-ci, il faut prendre 8,314 en joules par mol par Kelvin, température 523 K. Et on trouve un delta G négatif, c'est une réaction spontanée et irréversible, moins 2415 joules par mol. Dernier exercice pour cette vidéo, l'exercice 6 du TD1. C'est un calcul de transfert d'énergie entre un corps froid et un corps chaud. L'exercice est le suivant. Nous avons une petite quantité de lait à une température de 6 degrés Celsius, 0,05 litres,
Alors on vous donne dans l'énoncé la masse volumique du lait, et tenant compte de cette masse volumique, ça correspond à une masse de 0,0515 kg de lait. On a besoin de la masse parce qu'on va utiliser des capacités calorifiques massiques. De la même manière, donc, on a du café, beaucoup plus chaud, à 80 degrés, 0,15 litres. Alors comme on considère que le café c'est de l'eau, avec une densité de 1, donc ça représente 0,15 kg. Et on vous donne ici les capacités calorifiques du lait et du café, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque le lait est une substance un tout petit peu différente. L'idée, c'est que lorsqu'on va mélanger donc, cette quantité de lait, donc cette masse, en réalité, avec cette masse de café, et bien sûr, il va y avoir un échange d'énergie entre les deux substances. Et donc, on considère que l'énergie du corps chaud va se transférer vers le lait, et ce lait va récupérer cette énergie. Et le premier principe de la thermodynamique nous dit que la quantité d'énergie reçue par le lait, c'est égal à la quantité d'énergie perdue par le café. Et donc, on peut calculer ces quantités d'énergie grâce aux capacités calorifiques. Donc, ces chaleurs s'expriment de la façon suivante. C'est une formule qu'on vous donne en cours. Q, la chaleur, c'est la masse fois la capacité calorifique fois delta T. Où delta T, pour le lait, c'est la température finale que l'on cherche, moins 6 degrés. Et pour le café, c'est la température finale, moins 80, donc pour notre café. Donc M est la masse de la substance, on va mettre un petit M ici, ça serait mieux. Et Cp, sa capacité calorifique, comme je viens de le dire. Alors une petite remarque, il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire ici de transformer nos températures en degrés Kelvin, puisque nous exprimons des différences de température. Or les deux échelles de température sont simplement décalées linéairement. Donc lorsqu'on exprime des différences de température, on peut très bien laisser en degrés Celsius. Bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on utilise des températures absolues, il faut utiliser le Kelvin. Voilà, donc on fait l'application numérique. Dans le cas du lait, la chaleur, eh bien, ça correspond à 0,0515, sa masse, fois 3,77, fois TF moins 6 degrés, et c'est une grandeur qui est positive, puisque TF est supérieur à 6 degrés nécessairement. Pour le café, 0,15, c'est sa masse, fois 4,185 kJ par mol par Kelvin, fois TF moins 80, et cette grandeur est négative, bien sûr, puisque TF est inférieur à 80. Et on écrit simplement que la chaleur reçue par le lait et donnée par le café, la somme est nulle. C'est le premier principe de la thermodynamique. Et donc, on fait la somme de ces deux expressions, vous développez, et vous avez une équation du premier degré avec une inconnue, TF. On trouve TF égale 62,5193 degrés Celsius, exactement en utilisant les valeurs. Donc voilà ce que vous devez pouvoir faire à la suite de ce cours d'état de la matière, et c'est typiquement le genre d'exercice que je donne lors des évaluations pour les étudiants à l'Université de Strasbourg. Voilà, donc vous avez tous les documents maintenant pour refaire ces calculs tranquillement, en vous posant toutes les questions. Essayez même de travailler à plusieurs, c'est plus efficace. Et donc je vous souhaite bonne chance pour la suite, pour les évaluations, et je vous dis à très bientôt sur Velter Teaching. Au revoir.